partie de cette équipe a été le plus grand privilège de ma vie. Voilà les mots de Christian Horner à Red Bull au lendemain de son éviction de l'écurie autrichienne après 20 ans d'une aventure démarrée en 2005. Le Britannique a donc été remercié. Bonjour, bienvenue à vous dans votre nouveau rendez-vous sur Automoto, un rendez-vous qui va devenir mensuel où on va parler pendant 1 heure ensemble de Formule 1. Je ne serai pas seul, bien sûr, pour en parler. Zahir à mes côtés et Julien également. Bonjour messieurs. Salut Alban. Salut Alban. Alors messieurs, on est à la mi-saison. On vient de sortir de 3 courses, d'un enchaînement de 3 courses. Grand Prix du Canada, Grand Prix d'Autriche, Grand Prix de Grande-Bretagne qui nous ont apporté des lots d'enseignements. On a plein de sujets à aborder ensemble. Forcément, le sujet actuel, l'actualité chaude, c'est Christian Horner qui est remercié de Red Bull. Alors, est-ce que c'est la fin d'une ère justement pour cette écurie autrichienne? Un petit peu de contexte avant d'avoir vos ressentis, mais aujourd'hui il y a un réel manque de résultats. Ils sont 4e au championnat constructeur, Verstappen seulement 3e au championnat pilote. Le champion du monde actuel, 4 titres actuellement. Voilà. Est-ce que aujourd'hui pour vous déjà l'éviction de Christian Horner elle est logique? Logique avant d'aller sur le plan sportif. Déjà, moi j'ai envie de dire que c'est un mini tremblement de terre parce que Christian Horner c'est quand même le patron de Red Bull depuis 2 décennies. Ouais. Le seul patron que l'écurie ait connu finalement. Donc on voit son visage qui nous paraît familier. C'est celui qui est arrivé en Formule 1 avec Red Bull. C'est celui qui a permis à Red Bull de remporter des titres à l'époque de Sebastian Vettel. Et c'est celui qui a remis ça avec une domination intense sous Verstappen. Après, avant d'aller sur le terrain sportif, j'ai envie de dire, il y avait déjà des bruits depuis une bonne année et demie maintenant. Ouais. On se souvient de son affaire, du scandale qui a éclaté au sein de Red Bull, une affaire d'harcèlement. C'est sorti au début à Melbourne sur la saison dernière, enfin les premiers Grands Prix de la saison dernière. Ça a été un peu, on va dire, étouffé d'une certaine façon. Et c'est revenu ces dernières semaines. Bizarrement, ça coïncide aussi avec ça. Après, on n'en sait pas beaucoup plus parce que ça a été très discret. Il y a peut-être une enquête interne. Et puis après, évidemment, le côté sportif n'aidant jamais. Ça va moins bien chez Red Bull. La voiture est moins bien née. Bon, ils ont perdu leur meilleur ingénieur, le meilleur ingénieur du paddock pour moi, Adrian Newey, qui est parti chez Aston Martin. Des rumeurs de départ sur Verstappen qu'on annonce chez Mercedes. Et puis des relations aussi entre Verstappen Marco aussi. Et voilà, oui, Marco qui annonce qu'il pourrait partir. Enfin, en tout cas, c'est les rumeurs. Verstappen, qui, on le sait, ne s'entendait pas avec Horner, avec Jos, le père, qui a mis son grain de sel. Bon, c'était compliqué. Oui, ça fait déjà, effectivement, comme disait hier, ça fait quelque temps déjà que Horner, il est peut-être pas sur la sellette, parce que quand les résultats sportifs sont là, on se pose jamais la question. Et là, effectivement, Verstappen étant un peu en dessous cette année, bien qu'il fasse quand même une bonne première moitié de saison, effectivement, ça fait ressortir toutes les frictions. Et là, on peut imaginer que le camp Verstappen a eu la tête d'Horner finalement. Après, la question c'est pourquoi en fait? Pourquoi est-ce que Horner devait sauter? Alors je sais qu'il y a plusieurs rumeurs. Pourquoi ce moment de la saison? Alors, c'est souvent à l'intersaison que ces choses-là se décident. Là, c'est vrai que Julien Febvre disait hier qu'il avait, selon ses informations, 2 théories plausibles. On en a beaucoup parlé, mais la première serait que Verstappen aurait déjà pris sa décision de partir de Red Bull pour aller peut-être chez Mercedes, on en parlera sans doute après. Ça, on va l'aborder dessus. Voilà, et que Horner serait puni par Red Bull, ou alors l'autre, ça serait que effectivement Verstappen aurait dit moi je ne reste chez Red Bull qu'à condition qu'Horner il dégage. Bon, voilà, on en apprendra sans doute plus dans l'été. Donc est-ce que en fait le timing finalement avec la lecture qu'on peut en faire, c'est qu'aujourd'hui, est-ce que Red Bull profite pas du timing du fait qu'il y a un vrai manque de performance et de résultats, avec, comme tu l'as dit d'ailleurs, une voiture qui est pas bien née, moi j'ai envie de dire même mal née, finalement, quand on regarde ces dernières années ce que la Red Bull arrivait à faire. Bon, après, Max Verstappen est un très très grand pilote, il arrive à s'en dépatouiller, on le voit avec sa pole à Silverstone, où on est vraiment sur un exercice de pure performance, de pure vitesse. Il arrive toujours à s'en sortir. Voilà, il met tout le monde d'accord. Mais est-ce que du coup Red Bull profite pas de ce timing où la performance n'est plus là pour se dire on a des problèmes avec Horner depuis un petit moment, on en profite? Moi j'ai un doute un peu sur cette théorie parce que en fait ça s'y prête pas vraiment. On est en plein mois de juillet, on est au cœur de l'été, il y a encore des courses qui arrivent avant la longue trêve de l'été. Au niveau du timing, quelqu'un qui est là depuis 20 ans, je trouve pas que ce soit la bonne manière de le remercier. C'est plutôt au cœur de l'hiver, on a terminé une saison, on tire un bilan de 2 décennies et là on se dit bon, Christian, tu fais plus l'affaire, ou il y a tel problème.
Là, j'ai l'impression que ça répond plutôt à une situation de crise, à une, j'ai envie de dire, une panic decision, un truc qui s'est fait en catastrophe et qui peut-être répond aux deux théories dont parlait Julien et qu'évoquait Julien Febvre hier, du problème surtout Verstappen. Quoi qu'il en soit, il y a une problématique Verstappen dans cette affaire, il y a quelque chose. Et puis moi, j'ai pas envie d'oublier ce mini scandale qui s'est passé. Il a quand même vachement perturbé l'équipe, vachement perturbé le personnel. Alors Verstappen, lui, il en a fait fi, il a été champion du monde l'année dernière. Mais je pense qu'avec un pilote normal, entre guillemets, pas sûr que Red Bull aurait été champion du monde. C'est les résultats qui vont sauver Horner l'année dernière, clairement. Et là, je suis d'accord avec toi, il y a le feu à la maison autrichienne, c'est sûr. Et la décision, elle est brutale. Ils auraient pu attendre, effectivement, ne serait-ce que la fin de la moitié de la saison, attendre la trêve estivale. Bon, bah, c'est pas le cas. L'annonce est hyper subite. En plus, quand il n'y a pas de rumeurs avant, sachant qu'il y a beaucoup de gens bien renseignés, c'est que c'est quand même assez brutal, quoi. Parce que sinon, dans les paddocks, tout le monde parle. Et là, même les journalistes les mieux renseignés n'avaient pas vu venir ce séisme. Donc oui, je pense que c'est assez brutal. Et Verstappen n'y est pas étranger. Après, est-ce que c'est pas aussi à l'image de ce qu'a fait Red Bull en ce début de saison où, de manière brutale, Pérez, son contrat a été rompu, parce qu'on rappelle, hein, il avait signé normalement pour cette saison. Red Bull a décidé de le remercier finalement, de rompre son contrat, donc de performance. Là, il n'y a pas besoin d'aller chercher bien loin pour le comprendre. Mais ensuite, ils prennent Lawson pour deux courses, pour finalement le remplacer par Tsunoda. Ouais. Tsunoda qui était dans l'écurie sœur, et ça, pareil, est-ce que c'est pas à l'image, enfin, moi j'ai l'impression que Red Bull aujourd'hui, tu dis, il y a le feu dans la maison Red Bull, mais ouais, là c'est catastrophique là. Bah, il y a de la fumée depuis déjà le début de la saison, même s'il n'y a pas le feu, on voyait déjà un petit peu de fumée. C'est vrai que les décisions très hâtives, comme celle qui a été prise pour remplacer Lawson par Tsunoda. Alors moi personnellement, j'ai pas compris le recrutement de Lawson en deuxième pilote. On est d'accord. Red Bull, j'étais pas un fan de Perez, mais enfin bon, faut quand même reconnaître que. Non mais tu prends Tsunoda, tu vas chercher Enfin, pourquoi pas le prendre depuis le début? Oui. Que tout le monde attendait Tsunoda en deuxième pilote, finalement Lawson, bon pourquoi pas. Bon, il se vautre. Enfin, le changer au bout de 2 courses, c'est quand même pas lui qui fait sa chance. Et Tsunoda, on voit bien que le début de saison, il est pas terrible. Donc, on a beaucoup parlé de lui sur les 2 premières courses qui étaient excellentes chez Racing Bulls pour Tsunoda. Arrivé chez Red Bull, il a complètement disparu. Donc, pas passer la Q1, passe pas la Q1. Après, tout le monde le sait. Le problème, on a parlé un peu contexte chez Red Bull, mais sportivement, la voiture, faut quand même le rappeler, elle est taillée pour Max Verstappen parce qu'il l'a souhaité. Alors, je suis d'accord avec toi, Zahir. Effectivement, Verstappen est un pilote incroyable. Il arrive à faire des choses qui sont très belles en ce début de saison, alors que les McLaren, elles sont clairement au-dessus. Mais c'est aussi parce que la voiture, elle est taillée pour lui. Mais la deuxième voiture, elle est taillée pour personne d'autre. Donc le deuxième pilote, c'est toujours dramatique. Donc rien que ça, effectivement, Verstappen, il n'est pas aidé par le fait de ne pas avoir de deuxième pilote qui va l'aider. Après, pour répondre à la question d'Alban, moi je trouve que... Alors, autant pour Horner, on l'a dit, c'est une situation un peu de crise, etc. Mais pour les pilotes, ça a toujours été le management de Red Bull. Il y a eu Pierre Gasly qui est passé par là, qui a été sèchement envoyé ailleurs. Et on a vu qu'il s'était rattrapé, qu'il avait été excellent ailleurs, mais il lui avait pas fait de cadeau non plus. Il s'est retrouvé avec un coéquipier comme Max Verstappen, il a souffert, Albon, comme tous les autres. Albon, pareil, exactement. Alexander Albon qui domine même Sainz et Williams. On se rend compte finalement que c'est un très bon pilote. Mais avant ça, on se disait, c'est un pilote moyen, il a été écrasé par Max Verstappen. Donc, ces décisions brutales au niveau des pilotes, Red Bull, ils sont coutumiers du fait. Ils ont toujours géré un peu comme l'épicier du coin qui prend sa décision à la va-vite et qui remplace un pilote. Et en fait, c'est leur mode de fonctionnement. Les pilotes sont sous pression, ils fonctionnent à la pression. Ils ont une académie qui est très productive, très efficiente. Donc ils savent que des jeunes, il y en a qui arrivent et ils ont cette politique-là du pilote très fort et du jeune qui vient un peu titiller la chose. Et c'est aussi comme ça qu'ils ont mis le pied à l'étrier avec Max Verstappen. Ils l'avaient lancé comme ça, ils l'avaient repéré. C'est l'exemple Vettel, c'est l'exemple... Absolument. Alors, Ricciardo qui a fait pchit, quand même, mais Ricciardo qui a fait, pour moi, qui a fait un peu une Vettel, c'est-à-dire qu'à l'époque où Vettel, il est arrivé, il a éclipsé un Weber qui, à cette époque-là, moi je pensais qu'il aurait pu remporter un titre. Ricciardo, ça fait pchit et finalement Ricciardo a connu la même chose avec Verstappen. Où Verstappen lui a littéralement roulé dessus, il l'a broyé. Mais du coup, pour faire peut-être un petit peu de philosophie, est-ce qu'aujourd'hui c'est pas finalement Horner qui quitte Red Bull, qui est remercié plutôt de Red Bull parce que c'est pas sa décision. Est-ce que c'est pas
et la fin, qu'on dit la fin d'une ère, mais surtout la fin d'un type de management, parce que tu le disais, Zahir, sur le côté où en fait Red Bull de toute manière c'est comme ça, ils ont toute une filière, ils ont la chance d'avoir une écurie fille Racing Bulls qui leur produit des pilotes qui peuvent tester. Exactement. Alors toutes les grandes écuries ont leur écurie satellite, mais eux, c'est vraiment depuis le début, c'est marqué comme ça. Est-ce que finalement, c'est pas l'échec d'un mode de fonctionnement aujourd'hui? Est-ce que c'est le bon moment pour parler de Laurent Melchies peut-être? Peut-être. On peut enchaîner sur effectivement Laurent Melchies. Est-ce que moi un mot sur le mot échec, là, je le trouve fort. Excuse-moi avant, parce que quand on parle d'échec, Red Bull c'est une écurie qui est arrivée il y a à peu près 20 ans, donc 2 décennies. Ouais. Et sur 2 décennies, ils ont fait quand même 8 titres de champion du pilote. J'ai les chiffres, si vous voulez, pour rappeler les chiffres d'Horner. Effectivement, en 20 ans chez Red Bull, donc il est arrivé en 2005 avec Dietrich Mateschitz. Dur à dire, avec le rachat de Jaguar. Moi, j'avoue, j'étais triste à cette époque de plus voir les voitures britanniques Jaguar. Mais c'est donc 405 grands prix, c'est 14 titres. Tu l'as dit, Zahir, 8 pilotes, 6 constructeurs, 124 victoires, un premier succès en 2009 avec Vettel. Il y a eu Verstappen, Weber, Ricciardo, Perez dans les pilotes victorieux. Seul Ron Dennis a fait mieux que Christian Horner en termes de victoires en course. 107 pole positions, première pole en Chine en 2009. Verstappen a signé la 44e à Silverstone à égalité avec Vettel. 287 podiums et il a connu 14 pilotes. Ça situe le personnage, je pense. Donc voilà. C'est toujours pareil. Pour la thématique, honnêtement, quand tu vois ça, je veux bien qu'il y ait du management brutal, je veux bien qu'il y ait des erreurs qui sont commises. Tout le monde commet des erreurs, mais je pense qu'il y en a plein, et notamment chez leurs voisins qui râlent du paddock, qui rêveraient d'avoir un tel parcours sur 2 décennies. Bien sûr. Après, on parle de Formule 1, c'est le top niveau. On dit toujours aussi pareil des pilotes. C'est dommage de voir disparaître des pilotes qui sont extrêmement talentueux. Absolument. Mais la Formule 1, c'est comme ça. C'est le top du top. Et Horner peut avoir un palmarès extraordinaire. Il a pu faire des choses qui sont sans doute formidables chez Red Bull. Bon, voilà, c'est comme ça, c'est cyclique. C'est cyclique, mais c'est vrai qu'on voit souvent arriver des jeunes pilotes et en voir disparaître des plus ou moins âgés qui ont pu faire des choses plus ou moins belles. Et on se dit, c'est quand même dommage de perdre ce pilote-là. Bon, c'est comme ça, c'est la Formule 1. Et donc Horner, effectivement, et Red Bull a beau avoir un palmarès extraordinaire sur ces 20 dernières années, il est temps de passer à autre chose. Donc oui, je pense qu'on est sur la fin d'une ère Red Bull. Quel pragmatisme. Toute bonne chose a une fin. J'ai pas envie de passer sur le sujet d'après, en tout cas, qui va concerner Ferrari, mais on l'a pas dit, on l'a pas longuement d'Horner. Il y a une grosse rumeur qui envoie Horner chez Ferrari, qui est sortie hier, Et du coup, ça parle d'Horner chez Ferrari en cas de départ de Fred Vasseur, qui est une autre rumeur. Donc, on va y revenir. Effectivement, c'est dans l'un des sujets à venir, mais avant ça, on va rester forcément autour de vraiment ce cas Red Bull, puisque si Horner s'en va, forcément quelqu'un va prendre sa place. Cocorico, c'est Laurent Melchies qui est patron d'écurie de Racing Bulls, qui finalement donc est propulsé chez Red Bull. Est-ce que c'est l'homme pour vous de la situation? Pour remettre le personnage, Laurent Melchies, c'est quelqu'un qui est arrivé en F1 en 2001. Il a tout connu. Il a été ingénieur moteur chez Arrows quand il a démarré, ingénieur de course ensuite, notamment de Weber, chez Minardi. Il a été ingénieur en chef chez Toro Rosso, directeur de la sécurité et adjoint au directeur de course à la FIA. Pour moi, c'est dans le CV. Je trouve ça hyper intéressant. Ensuite, il a été directeur sportif chez Ferrari. Il a succédé à l'indéboulonnable Franz Tost à l'époque en prenant la tête de Racing Bulls, parce que lui, il fallait le sortir aussi. Et puis, il fallait avoir les épaules solides pour lui succéder. Maintenant, il arrive chez Racing Bulls. Non, chez Red Bull. Est-ce que c'est l'homme de la situation, messieurs? Est-ce que c'est l'homme de la situation? Très honnêtement, c'est un peu... C'est peut-être dur à dire. Parce qu'on l'a pas vu. Mais je suis là pour... c'est normal. C'est normal, Alban, t'es dans ton rôle. Je suis le poil à gratter. Après, il a plein de qualités que j'aime bien. Déjà, je vais vous donner un exemple simple. C'est que Laurent Melchies, c'est celui qui très souvent accepte de jouer le jeu avec les médias. Exactement. On sait qu'il est souvent sur des week-ends de Grand Prix très occupés. Et il accepte pour Canal+ de jouer le jeu, de mettre un micro, d'échanger en direct avec Julien Febvreau et l'équipe de Canal+. Donc, en fait, il donne du biscuit à ceux qui sont pas sur place. Il donne des éléments de réponse, avoir des éléments de compréhension aussi. Il te permet de jauger un peu mieux ses pilotes, les stratégies, etc. Donc, déjà, en termes de communication, on est content. Il parle français. On a quelqu'un, entre guillemets, Cocorico, qui rentre dans une grosse écurie. Donc, on peut que s'en réjouir. Il a fait ses preuves chez Racing Bulls. Il a été bon. La voiture, depuis 2-3 ans,
on s'est rendu compte plusieurs fois que au-delà de Verstappen, les deux pilotes Racing Bulls, ils faisaient mieux que le deuxième pilote Red Bull. Donc on se dit que finalement, il travaille pas si mal. Il a une bonne gestion aussi de ses pilotes parce que mine de rien, il y a jamais trop de problèmes d'ego entre les deux pilotes Racing Bulls. Donc il fait pas mal de choses bien et j'ai envie de le voir et de lui laisser ça, je pense, carrément. Alors après, pour mettre un petit bémol, après je te laisse la parole, Julien, mais si tu dis il y a pas de, enfin il gère bien les équipes en même temps. Je pense que c'est plus facile de gérer des pilotes quand tu sais que tu es dans une écurie satellite ou sœur en tout cas, où tu as de toute manière deux pilotes qui doivent prouver qu'ils sont bons et qui peuvent pas trop jouer des égos. Je pense, enfin c'est juste pour apporter un petit bémol. Je te rejoins pas. Pour moi, deux pilotes, les 20 pilotes qui sont sur la grille, ils ont un ego surdimensionné. Ah bah oui, ça c'est parce qu'ils ont un ego surdimensionné aussi qu'ils sont là. Ils pilotent une Formule 1. Donc ils se font pas de cadeaux. Je pense que tu crois que Lawson, ça l'amuse de se voir, de le voir, enfin se faire un peu chahuter par Adjar qui vient d'arriver, qui a 20 ans et qui éteint un peu tout le monde. Je pense qu'il a les boules depuis 2 courses. Il est en train d'essayer d'inverser la tendance. Les mecs, ils détestent ça. Et on dit souvent que le premier argument d'un pilote, c'est ses résultats vis-à-vis de son coéquipier. Exactement. C'est vrai. Bon après moi j'ai jamais bossé avec Laurent Mekies, j'aurais bien aimé, donc c'est dur à dire, peut-être un jour. Si attends, Laurent, un coup de fil. C'est Laurent si tu m'entends. Mais en tout cas il donne l'impression d'être quelqu'un d'assez bienveillant. Effectivement comme tu dis, il ouvre toujours ses portes, il peut entendre parler à Canal+ pendant les grands prix. Enfin moi en tant que spectateur, j'aime beaucoup parce que je trouve ça très sympa. Effectivement il apporte beaucoup d'informations. On n'a rien à lui apprendre sur la Formule 1, comme tu disais. Il a un CV qui est impressionnant. Il a bossé, d'un point de vue gestion de crise, il a quand même été bras droit de Binotto chez Ferrari. C'est le cœur qui parle. Bon, il quand même, c'était pas en plus la plus belle période, donc je pense qu'on peut dire qu'il a quand même dû gérer quelques trucs un peu compliqués. Donc voilà. Après moi, le fait que ce soit quelqu'un de bienveillant, je me dis c'est très positif pour les pilotes. Mais après, je me dis aussi que Red Bull, c'est une équipe où il y a quand même, on le dit beaucoup, l'intervention du clan Verstappen. On dit toujours le clan Verstappen. Voilà, on pense bien sûr au père Verstappen qui a tendance à s'en mêler très directement des résultats de son fils. Un peu agaçant d'ailleurs. Il s'en mêle. Il s'en mêle, il y va. Oui, mais d'une certaine manière, le père d'Hamilton l'a fait aussi beaucoup. Tout le monde. Voilà. Et là, effectivement, il a failli avoir la tête d'Horner il y a déjà 1 an ou 2. Pour les raisons que tu évoquais en début d'émission. Donc, est-ce que Mekies, il a les épaules pour ça? Moi, c'est là où je sais pas. Effectivement, c'est quelqu'un qui a l'air d'être très bienveillant, qui a l'air Allez, il faut se mouiller, Julien. De cautionner. Non, j'ai peur qu'effectivement, il manque un peu de poigne. Pas de poigne, c'est pas le bon mot, mais qu'il manque un peu de tempérament peut-être pour dire à Verstappen, écoute, t'es gentil, laisse-moi gérer mon équipe. Laisse-moi gérer mes pilotes, mais en même temps on parle de ça, mais on sait même pas si Verstappen va rester au moment où on enregistre cette émission. Si Verstappen s'en va, ça rebat les cartes. Et peut-être que justement l'arrivée, alors là on spécule, mais peut-être que l'arrivée de Mekies à un moment où Verstappen partirait, peut-être que lui pourrait effectivement avoir son mot à dire sur le recrutement du deuxième pilote, auquel cas là tout de suite il pourrait faire ses preuves. Tout de suite, c'est-à-dire que là, si on dit Laurent, et qui on prend pour remplacer Max, enfin en tout cas dans le mercato qui sera à venir, là ça sera intéressant de voir ce qui va se passer. Bon, en tout cas, si j'ai bien compris, enfin surtout pour vous qui nous regardez, il y a encore 12 courses puisqu'on est à mi-saison. Ces 12 courses, je crois qu'elles ont jamais eu autant d'intérêt que depuis quand même cette annonce. Là, s'il y avait une seule raison pour regarder encore les 12 dernières courses de Formule 1 cette saison, c'est vraiment juste voir ce qui va se passer chez Red Bull, Laurent Mekies. On va surveiller, on va encore rester pour le 3e sujet de cette émission. On va encore rester chez Red Bull, mais cette fois-ci, on a parlé des dirigeants, on va parler des pilotes et d'un pilote, Verstappen. La question que j'ai envie de vous poser, c'est aujourd'hui, est-ce que c'est un champion assagi qu'on a face à nous ou alors un pilote complètement désabusé? Tu fais référence à son attitude sur les 2-3 dernières courses. Ouais, voilà, je fais référence à on a aujourd'hui un pilote qui est 3e au championnat à 69 points de Piastri qui lead. On a un pilote qui aujourd'hui a une voiture où il arrive clairement, il fait des miracles. C'est là où il prouve que c'est un champion du monde. Au Canada, effectivement, il signe une P2, mais on sent qu'il force pas pour aller chercher Russell plus que ça. En tout cas, au bout d'un moment, il a bien compris qu'il y arriverait pas. En Autriche, il se fait accrocher par Antonelli en tout début de course. Moi, je trouve qu'il le prend super bien, mais quand je dis super bien, c'est interpellé aussi. Tu vois, il le prend. Enfin, il dit c'est pas volontaire. Il fait des erreurs comme nous tous. Il joue le titre, il réagit pas aussi calmement. Et puis, il y a toutes ces rumeurs que tu as évoquées d'ailleurs sur son départ, Mercedes ou une autre écurie, ira pas. Et moi, du coup, derrière,
j'aimerais savoir voilà qui vous voyez être remplacé chez Mercedes. Mais dans un premier temps, on va reparler de quand même de Verstappen. Assagi, pour moi, il l'est clairement parce qu'il a pris de la bouteille, tout simplement. Et c'est plus le Verstappen d'il y a 5 ans, 6 ans, qui était un peu présomptueux, un peu fougueux. Finalement, il avait 20 ans, donc c'était un gamin. Il m'a rappelé un Hamilton à l'époque. Par exemple, mais peut-être encore plus fougueux parce que je trouve qu'Hamilton était déjà un peu plus carré, cadré, on va dire. Là où Verstappen, ça pouvait aller dans tous les sens, pouvait descendre de la voiture, limite se bagarrer, ça ne surprendrait pas. Et là, il a pris de la bouteille, il a gagné 4 titres de champion du monde. Après, je pense qu'aussi, au-delà de ça s'agir, il est devenu intelligent dans le sens où il sait aussi que ses chances pour le titre cette année, elles sont minimes. Il l'a annoncé lui-même la semaine dernière en disant le titre, on oublie, c'est fini. Il l'a annoncé lui-même, il l'a dit. Alors pas pour Julien. Hein. D'après Julien, il peut encore gagner. Non, en tout cas, lui a dit que voilà, il pouvait plus concurrencer les McLaren, etc. Il tire des leçons de ce qu'il voit. Ah oui. Et puis après, on peut pas s'empêcher à cette histoire de contact avec Mercedes. Moi, quand je le vois se faire accrocher par Antonelli, il y a 2 choses qui me viennent à la tête. D'une part, il s'énerve pas parce que il est plus vraiment en course pour le titre. Et puis, mais d'autre part, c'est un pilote Mercedes. Il a le sourire, il dit que c'est rien, qu'il a fait une petite erreur, que ça arrive. Max Verstappen qui réagit comme ça, j'ai jamais vu ça en 9-10 ans de Formule 1, quoi. Enfin, je suis pas tellement d'accord avec vous. Effectivement, là, on est pas mal concentré sur les 3 dernières courses. Enfin, la course d'avant, il fait un geste incroyable sur Russell, où il lui rend sa position parce qu'il a dépassé en dehors des limites, mais il lui met un coup de volant incompréhensible. On parle d'une début de saison où il est quasiment à ça de se faire sucrer sa super licence. Mais est-ce que c'est pas les signes d'un pilote désabusé, frustré? Moi, je pense que sur ces 3 dernières courses-là, il s'est vachement calmé. Je sais que Mercedes, il était obligé de toute manière. Mercedes a provoqué Hamilton. Je sais que Russell, il a pu avoir des comportements. A provoqué Verstappen, tu veux dire? Non, Russell Russell a pu avoir sur Verstappen quand il restait plus qu'un point sur sa super licence à Verstappen. Je pense que Verstappen, comme tu dis, c'est quelqu'un d'intelligent qui peut avoir des coups de nerfs. Enfin, on parle quand même l'année dernière, il a quand même eu des grosses histoires avec les autorités pour des histoires de comportement. Moi, je faisais une conférence de presse où il répondait par oui ou non. Enfin, ça reste Verstappen, ça reste une tête de con, pardonnez-moi l'expression. Mais tout ce que tu dis, Julien, moi je suis d'accord. Et là, effectivement, sur les 3 dernières courses où il est un petit peu en sursis, puis en plus, je pense que, encore une fois, vous allez dire que je suis en boucle là-dessus, mais je pense qu'effectivement, il a d'autres trucs à gérer en ce moment. Je pense qu'il est dans sa tête, il est sur rester ou partir. Et que, effectivement, on l'a tous vécu dans les situations professionnelles. Quand on a un gros sujet, on a un gros truc, peut-être qu'on se démobilise un peu sur autre chose. Il s'est pas démobilisé sur son pilotage, mais par contre, effectivement, il laisse pisser un peu. Moi, le coup de volant à Russell que tu évoquais, moi, je sais pas si c'est le bon mot, mais ça ne me choque pas. C'est du Verstappen. C'est de la graine de champion du monde. C'est choisi. C'est un peu de cette trempe-là. Donc, on peut pas dire qu'il soit démobilisé, loin de là, quand on le voit comme ça. Après, ce qu'il faut savoir, on juge souvent au présent, mais il faut aussi prendre le passé et les antécédents. Ça a été très très chaud en fin de saison dernière avec Russell. Verstappen l'a accusé notamment d'être hypocrite, de jouer un peu le mec sympa devant les médias et tout, alors que il disait le contraire devant les autres pilotes lors des réunions des briefs de pilotes, etc. Ça a été quand même très chaud. Donc déjà, les imaginer aussi cohabiter éventuellement chez Mercedes, ça pose des questions. C'est justement, t'avais fini ou pas, Julien, ou tu... J'ai jamais fini, mais vas-y. Ah, mais justement, voilà, la transition est toute faite. S'il va chez Mercedes, parce que la rumeur c'est Mercedes, qui il remplace? Parce que moi je vais vous le dire, je vais attaquer. Moi je vous le dis, je vois pas Mercedes faire un duo Russell-Verstappen. Vu ce que tu viens de dire, c'est pas possible. Et en même temps, je me dis mais c'est l'histoire de la Formule 1. Antonelli, il arrive pour une saison et Mercedes le jette comme ça au bout d'une saison où le gars il vient de signer son premier podium. Enfin, il a signé en tout cas son premier podium, c'était quoi? C'était au Canada. Au Canada. il le remercierait comme ça au bout d'une saison. Enfin, je comprends pas. Là, j'avoue, je comprends pas. De toute façon, personne peut se prononcer là-dessus, parce que pour la simple et bonne raison, c'était pas normalement une année à mercato, parce que le mercato, il est déjà quasiment bouclé pour l'année prochaine. On a tous dit. Non. 2026. Non, Russell est en fin de contrat. Il arrive en fin de contrat. Oui, à part Russell, mais qui est arrivé à l'issue du départ d'Hamilton, arrivé comme pilote numéro 1 de Mercedes. Donc c'est vrai qu'on s'est tous dit, puis en plus, c'est un pilote qui est hyper constant. Bien sûr. C'est un pilote qui est extrêmement constant, qui encore aujourd'hui, c'est vrai
vrai que Andrea Kimi Antonelli est un bon rookie, c'est un bon pilote et effectivement il mérite sa place chez Mercedes, il a pas volé, il l'a montré sur ce début de saison. Mais c'est vrai que si Verstappen devait partir de Red Bull, on aurait un mercato précipité. Et alors là, enfin, je veux dire, tout est possible. Du changement chez Ferrari est possible. Du changement chez McLaren. Tu vois, Leclerc... Il y a des rumeurs qui disent que il a refusé de prolonger, etc. Donc, qui ça? Leclerc. Ah oui, Leclerc. Donc, oui, voilà. L'enfant Ferrari quitterait la Scuderia. Mais Russell, moi, le duo Russell-Verstappen, ça me choquerait pas, ça me surprendrait pas, parce que c'est l'histoire de la Formule 1 d'avoir deux grands pilotes avec des caractères, des égos. On le voit avec Piastri, Norris. On l'a vu avec Hamilton, Alonso en 2007 chez McLaren, une saison de dingo. Il y a eu bon, peut-être dans une moindre mesure, mais des Raikkonen, Felipe Massa, des Raikkonen Alonso, Raikkonen Vettel. Enfin, des champions du monde qui étaient ensemble, on en a vu. Et je suis d'accord, mais c'est-à-dire que à cette époque-là, quand la paire a été annoncée, on n'était pas en train de se dire, la relation, elle est déjà chaotique au départ. Là, on sait que les deux ne s'entendent pas, quoi. Et on a vu, t'as rappelé le geste de Verstappen qui est scandaleux sur Russell en Espagne, mais t'as Russell aussi qui joue avec la safety car pour freiner, pour que au Canada, pour que Verstappen le dépasse. Ça aussi, on est sur un coup bas, clairement. Enfin, c'est vraiment inutile. Aujourd'hui, Toto Wolff, il se dit, allez, je prends Verstappen avec Russell, je décide sciemment, volontairement. Je te retourne la question. T'es Toto Wolff. Tu refuses une opportunité de récupérer un quadruple champion pour toi? Mais surtout Verstappen. Je le signe avec les deux mains, et je réfléchis ensuite au deuxième pilote. Bien sûr, je suis d'accord. Quand t'as une opportunité comme ça, je pense que Ferrari, s'ils avaient la même opportunité, je suis d'accord. Ils se posaient pas la question. Non, mais bien sûr. Verstappen, il peut aller dans n'importe quelle écurie aujourd'hui. Faut dire la vérité. C'est incroyable. Il a une vitesse de pointe qui est incroyable. Il a une gestion de la course qui est incroyable. Enfin, il sait faire plein de choses, Verstappen. Voilà. Je suis d'accord, peut-être gueuler un peu dans le casque, dans l'oreillette, etc. Mais pour le reste, il est quasi parfait dans tout ce qu'il fait. Honnêtement, quand t'as une opportunité comme ça, tu la loupes pas. Il a qu'à prendre son téléphone, il va où il veut. C'est certain. Personne peut recaler Verstappen. Je suis d'accord. Et ça me permet de faire la transition puisqu'on parlait Russell-Verstappen qui s'entendent absolument pas. On va parler d'un pilote qui lui en revanche est ami dans la vie de Verstappen, c'est Lando Norris. C'est le 4e sujet donc de cette émission. Est-il de retour aux affaires? A-t-il les épaules d'un champion? Je m'arrête là. Et tu sais, c'est drôle parce que je fais le lien avec ce qu'on me disait juste avant, mais quand avant Corner soit annoncé, soit dégagé de Red Bull, un journaliste a posé la question à Horner pour savoir et si Verstappen devait partir, qui vous prendriez? Et Horner a répondu, sans doute sur le ton de la blague, Norris. Non, Piastri. Un pilote, Piastri, un pilote McLaren. Donc c'est drôle. Et effectivement, tout le monde regarde les pilotes McLaren aujourd'hui, et tout le monde regardait Norris et regarde Piastri. Après, pour répondre à ta question, qui n'en est pas vraiment une, Norris, c'est compliqué ce début de saison pour moi. Il est inconstant. Il donne l'impression de pas avoir le mental, de se faire déborder par son jeune coéquipier qui est extrêmement talentueux, bien sûr, mais il devrait pas. Il était pilote 1 au début de la saison. Il l'est plus vraiment aujourd'hui. Pour moi, il est pas. Alors McLaren l'a jamais dit qu'il était pilote 1. Non, mais dans les faits. Mais pour toi, non, il y a des teams où il y a pas besoin de le dire. Enfin, je veux dire, ça oui, mais ça tu le dis pas parce que t'as 120 points d'avance au classement, mais entre les deux, ça a toujours été serré. Les qualifs sont serrés. Les one-to-one, là, quand on regarde le nombre de duels où le gars finit devant et l'autre devant, c'est souvent serré entre Norris et Piastri. Donc, oui. Zach Brown disait l'année dernière, on rentre dans l'ère Norris. Il disait le début de la saison. L'ère Verstappen, voilà, mais l'ère Verstappen est terminée, on rentre dans l'ère Norris. Pour montrer de quoi il chauffait. Ouais, 2 ans, c'est pas si long, même pas 1 an et demi. Parce que il a fait ses preuves. Je vous souviens qu'on a tous été, en tout cas pour ma part, j'étais pas choqué, mais enfin je me suis dit, mais c'est quoi ce pilote? Piastri, il se loupe pas, il est toujours propre, il est carré, il rentre dans les points à chaque fois, même quand il part mal, il arrive à faire ce qu'il faut. Et puis en plus de ça, il nous offre du spectacle parce que les deux se bagarrent. Enfin moi en tout cas, je me régale. Non, mais après moi je trouve Julien un poil dur sur Lando Norris. Moi j'aime ce pilote parce que déjà il a une pointe de vitesse, donc la première chose qu'il faut regarder chez un pilote, c'est sa pointe de vitesse. Est-ce qu'il peut obtenir des résultats? Avant de parler de régularité, de propreté, c'est déjà la pointe de vitesse. T'as des pilotes qui sont très propres, mais si c'est pour t'amener la voiture avec 1 seconde de moins que le coéquipier, c'est un peu compliqué. Et Lando Norris, quoi qu'on en dise, tous ses coéquipiers les a battus. Et pour l'instant, avec Oscar Piastri, il a toujours fini devant lui. Il faut regarder toujours le bilan de fin d'année. J'ai souvent, moi, cette impression qu'en Formule 1, on juge l'instant présent. Alors c'est bien,
Mais quand je dis l'instant présent, c'est 1 ou 2 courses et on parle de tendance. Mais moi, je préfère souvent regarder le classement de fin de saison et comparer le nombre de points. Et parfois, j'ai un souvenir, par exemple, sur la première saison de Russell, la 2022 chez Mercedes, tout le monde disait, il a été incroyable face à Hamilton, sauf qu'il était derrière au classement de pilote à la fin de la saison. Donc, faut se méfier quand même des impressions, des apparences. Oui, il y a les chiffres, il y a les interprétations qu'on en fait. Mais Norris n'est plus rookie. Absolument pas. Il est plus si jeune que ça. Ne l'est plus non plus. Hein. Voilà. La McLaren, elle est hégémonique aujourd'hui. Il n'y a pas de sujet. Donc, qu'est-ce qui lui manque? Pas grand chose. Je suis désolé, mais ce début de saison, il avait le boulevard devant lui. Il est qu'à 8 points de Piastri au classement, d'une part. Il a accumulé les victoires. Il a quand même gagné 3 courses en moins, si mes souvenirs sont bons. 3 courses sur 12, c'est pas mal dans un championnat qui est ouvert. Il en a 4, non? Ouais, il a 4 victoires cette saison. 4 victoires. Piastri sensiblement la même chose, Verstappen 3 victoires et Russell 1 course. Donc ils sont plutôt à égalité au nombre de courses. Il a fait un peu son erreur au Canada qui l'a empêché de marquer des gros points alors qu'il était promis quand même à de gros points. Donc là aujourd'hui il sera en tête du classement sans cette erreur. Voilà, ça joue un peu sur des détails. C'est vrai que de temps en temps il nous déçoit un peu en qualif. On a l'impression qu'il résiste mal à la pression. Après moi, au-delà de ça, le débat que je veux ouvrir sur Norris, j'ai l'impression qu'entre les deux, s'il gagne pas le titre de champion du monde cette année, j'ai peur qu'il devienne une sorte de pilote numéro 2. Malgré lui, en tout cas, chez McLaren, là où Piastri, s'il devait pas gagner le titre cette année, il pourrait le gagner l'année prochaine. En revanche, Norris, il ferait bien de le remporter cette année pour toi, c'est cette année, sinon, il l'aura pas. Tu sais, ça me rappelle un peu la saison dont tu le disais tout à l'heure de Mark Webber avec Vettel. Où au début il résistait un peu et puis après une fois que Vettel a pris le lead, c'était fini de la ratatiner et c'est souvent comme ça avec les grands pilotes. Si tu résistes pas au début, là où par exemple Rosberg a réussi à exister face à Hamilton, mais tout le monde n'est pas de cette trempe-là. Et ça s'est joué à un poil de voilà. Faut pas être plus vulgaire, mais justement c'est intéressant ce que tu dis. Donc pour ma question, est-ce qu'il a les épaules d'un champion, Julien? Moi j'ai bien compris que pour toi, non. Non, c'est pas qu'il a pas les épaules. C'est un grand pilote. Il y a pas de débat là-dessus. De toute façon, je pense qu'il l'a effectivement prouvé avec ses stats. Mais c'est vrai que aujourd'hui, j'ai plus l'impression que l'avenir de McLaren, c'est déjà Piastri. D'accord. C'est que ce pilote-là, que je trouve, les deux sont évidemment extrêmement talentueux, mais je trouve que Piastri, il en a encore à montrer. Alors que Norris, s'il en avait plus à montrer, qu'est-ce qu'il attend? Alors moi pour faire comme toi Zahir, moi j'ai une prédiction et je la lance. Voilà. Vous pourrez me dire ce que vous en pensez. Moi je pense que voilà, il reste 2 courses avant la pause estivale. On va partir pour Spa et on va partir pour Budapest. Si Norris remporte ces 2 courses, peu importe le classement de Piastri, il repasse forcément devant au championnat pilote. Moi je pense que s'il remporte ces 2 courses, il sera sur une série de 4 victoires consécutives avec 10 courses restantes, même si ça sera serré. Moi, je pense que à ce moment-là, Norris est champion du monde. Pour moi, je pense qu'il prend psychologiquement l'avantage, même si Piastri, je suis d'accord, c'est un tueur. Et c'est un tueur, mais c'est ce qu'on se disait en prépa. Pas aussi catégorique. C'est Hitman, quoi. C'est vraiment, il a aucune émotion. Voilà, exactement. Mais c'est même un Hamilton face à un Rosberg ultra froid qui le broie. C'est un Verstappen qui n'a aucun état d'âme. Mais moi, je pense que, parce que je suis d'accord avec toi, je te rejoins sur ça. Norris, il gagne pas cette année. Ça sera compliqué. Ça sera très très compliqué. Mais après, moi, j'ai pas la même conviction par rapport au fait qu'il sera le pilote numéro 1, où il aura quelconque avantage. Ah non, mais ça, je suis d'accord. Pour moi, McLaren va pas jouer là-dessus. Jusqu'à la fin de la saison, à mon avis, ils vont continuer comme ça. En tout cas, ils peuvent pas. Sinon, tu tues un des 2 pilotes. Bien sûr. Mais alors, t'as décidé qu'ils partent à la fin de l'année. Bien sûr. Éventuellement, si tu décides qu'un des 2 pilotes quittera l'écurie, tu peux le condamner d'une certaine façon. Mais là, ils font attention à tout. Ils font attention aux arrêts. On a entendu dans la radio qu'ils avaient prévenu quand même Piastri ou Norris que si le pilote s'arrêtait, Norris qui devrait faire un tour supplémentaire parce qu'il pouvait pas rentrer en même temps vu qu'il avait 10 secondes de pénalité. Ils ont été obligés de se justifier auprès de Norris pour lui faire comprendre que s'il rentrait un tour plus tard, c'était pour son intérêt, parce que je pense que les deux sont dans une phase un peu de, pas paranoïa, mais où ils se disent, est-ce que c'est nous quoi, est-ce que l'écurie veut me privilégier, ou à l'inverse privilégier le copain. Donc, à mon avis, on est plutôt dans une tendance. Ça va durer jusqu'à la fin de l'année et j'enterrerai pas Piastri, y compris si Norris gagne les 2 courses. Il est tellement imprévisible. J'ai cru sur le premier Grand Prix en voyant Norris arriver très fort là sur la première course que
il dominerait tout, et finalement Piastri est revenu et il est épatant aussi. Donc à Imola, il est incroyable. Et quand tu disais le comparo avec Hamilton, avec Rosberg, avec Alonso, etc. Oui, c'est des tueurs comme lui ou Verstappen, mais au niveau du caractère, je suis pas d'accord. Il a un truc de... Tu parles de Piastri là. De Piastri, ouais. Il a un espèce de détachement que l'on retrouvait que chez Raikkonen, où les autres sont plus sanguins, ils te disent ce qu'ils ont, leurs émotions. Piastri, il a été frustré, il a été pénalisé de 10 secondes. Il a même pas répondu en conférence de presse, en zone mixte, et même à Jason Button après la course. Donc il a évité le sujet parce que il avait pas envie de polémiquer, il avait pas envie de parler. Je pense que Verstappen, ça c'est vu sur le podium aussi. Il aurait mis un tacle à la FIA, Hamilton pareil, Alonso j'en parle pas. Donc le côté vraiment émotion sans émotion, je le qualifierais presque de sans émotion, ça c'est typique de Piastri, et le seul qui me rappelle comme ça un peu Piastri, c'est je suis d'accord. Il rappelle Iceman, c'est sûr, il se démobilise pas, il reste extrêmement concentré. Et c'est vrai que c'est pas facile. Il a eu des faits de course qui ont fait qu'il s'est retrouvé quasiment fond de grille. Bon il remonte proprement, il arrive à marquer les points, même quand il sait qu'il peut pas jouer le podium, il est toujours là. Donc non, là-dessus il y a pas de souci. Après effectivement, je trouve que McLaren, pardon, ils ont parlé, on parlait management là-dessus. En tout cas, effectivement, ils font bien le boulot. Ils privilégient aucun pilote. Il faut surtout pas. Voilà, les deux jouent la gagne. Ils sont comme il faut. Tu l'as rappelé, effectivement. Ils demandent l'avis des pilotes avant de choisir l'ordre pour s'arrêter. Dis, tu préfères quoi? On va l'arrêter, machin. Bon, voilà, c'est parfait, c'est irréprochable. C'est vrai que chez McLaren, aujourd'hui, on disait qu'il y a le feu chez Red Bull, mais chez McLaren, c'est l'inverse. La voiture est très bien. Ils ont une excellente gestion des pneumatiques. Les deux pilotes sont excellents, ils sont bien managés, les arrêts sont très bons. Le boulevard est ouvert, là, franchement. Pour terminer très rapidement sur ce sujet, est-ce que, après l'accrochage au Canada, et la déclaration de Norris qui prend tout pour lui, oui ou non, est-ce un aveu de faiblesse pour vous? Pas du tout. Bah non, faut encourager la sportivité. Enfin, ça reste un sport. Il y a pas de sujet. Il a mal jugé la distance avec son coéquipier. Il était propre derrière. Il aurait eu sans doute l'occasion. Il restait quelques tours, pas beaucoup, mais il en restait quelques-uns. Il aurait pu le faire proprement. En plus, faut remonter quelques tours avant. Il a eu plusieurs tentatives. Il a senti que c'était chaud. Il a levé à chaque fois. Pourquoi là il y va alors que manifestement ça passait pas? Bon, non, faut s'excuser dans ce moment-là. Je pense qu'il a bien fait. Au-delà de l'aveu de faiblesse, c'est surtout quelqu'un qui fait attention déjà à l'opinion publique. Donc, il sait qu'il a fait une erreur. Il veut rester un peu le pilote de bonne foi, apprécié quand même. Il est très apprécié des fans, Norris. C'est pas quelqu'un qui est impliqué. L'année dernière, les petits litiges qu'il a avec Verstappen, il était rarement le responsable. Donc, il veut rester un peu sur cette image-là. Et puis, il veut pas se mettre son écurie à dos, son pilote. C'est pas son intérêt. Il fait mea culpa, il fait profil bas. Le problème, il repart sur une série de victoires. McLaren est bienveillant avec ses pilotes. Il n'y a aucune raison que les pilotes soient pas bienveillants avec McLaren. Derrière, il y a des dizaines de gars qui bossent sur une voiture qui est top, qui font des arrêts exceptionnels. La stratégie est bonne quasiment à chaque fois. Non, quand tu fais une connerie, tu t'excuses, et il a très bien fait. Non, c'est pas une faiblesse. C'est vrai. Je pose la question parce que pour beaucoup de fans, voilà, l'ont vu comme ça parce qu'aujourd'hui, un Verstappen, enfin n'importe quel champion du monde, finalement, c'est en lien avec cette question-là, c'est que n'importe quel champion du monde rarement se sont excusés. Il va trouver un peu de mauvaise foi, il fait son geste. C'est ça. Là, c'est quand même un Norris qui s'excuse. Bon, il a vite désamorcé le problème pour éviter justement que McLaren ait à trancher aussi. Pour ça, c'est là où je dis qu'il est malin et c'est où. Et puis surtout que là où je pense effectivement que c'est peut-être bien joué de sa part, c'est qu'il a pas de titre encore et que, comme on l'a dit, c'est cette année. Là, je pense comme toi d'ailleurs, c'est cette année ou jamais. Non, mais il y a un truc en Formule 1, on a tendance à idolâtrer les têtes de con depuis toujours. Moi, j'étais un grand fan de Schumacher, Senna avant lui, Lauda, Prost. Tous les mecs qui avaient des coups de sang, on a toujours tendance à dire mais quel génie, ouais mais ils font le spectacle. Et c'est vrai qu'ils font le spectacle. Et moi je suis pas un fan de Verstappen, loin de là. Mais faut reconnaître que au-delà, je parle pas du pilotage, mais au-delà de ça, l'année dernière, bon moi je le confesse, je suis un fan de Ferrari. Bon, je me suis un peu ennuyé l'année dernière, mais le fait est que sans Verstappen, on se serait un peu fait chier quoi, parce que il a fait le spectacle. Moi les histoires de langage avec la FIA, je me suis marré, voilà. Mais donc je me mets dans ce truc-là. Mais c'est vrai qu'un peu de bienveillance, je trouve que ça fait pas de mal. Voilà, Norris, c'est un gars qui peut avoir des histoires avec notamment avec Verstappen, mais qui n'en a pas. Mais surtout ils sont très potes dans la vie. Voilà, donc en fait, mais voilà. Ça c'est un peu frité l'année dernière. Oui, forcément. Ils ont joué le titre. Hamilton, Rosberg, ils étaient très potes dans la vie avant, et puis bon. Comment ça s'est fini? Mais non, moi je pense qu'il faut encourager comme ça la gentillesse et la bienveillance.
suis gentil, moi. Bah tiens, on va être gentil et bienveillant avec ton équipe de cœur du coup, puisque c'est le sujet suivant qu'on va aborder. Ferrari, doucement mais sûrement, ce début de saison, messieurs. Julien, Non, il y a plusieurs. Alors rapidement, mais voilà, sur Ferrari, c'est un peu un melting pot que je vous propose. Il y a le cas Vasseur où il y a des rumeurs sur comme quoi il pourrait partir, ou comme Red Bull être remercié plutôt, parce que je pense que Vasseur a pas forcément envie de partir. Hamilton aussi, on est à la mi-saison, on va faire un premier bilan sur Hamilton. Est-ce que t'es satisfait ou pas, toi, le grand fan de... On peut commencer par Vasseur parce que j'ai pas grand chose à dire dessus. Effectivement, il y a eu des rumeurs, mais c'est une plaie avec Ferrari, c'est que dès que ça se passe pas exactement comme les tifosi voudraient, il y a des rumeurs. Voilà, les journalistes ils sont là, ils vont chercher les trucs, et Vasseur a démenti la plupart des rumeurs, avec d'ailleurs un peu d'agacement, et je le comprends tout à fait. Je suis pas chez Ferrari, mais je pense pas qu'on puisse blâmer aujourd'hui Vasseur pour ce qu'il peut faire dans l'équipe. Il y a beaucoup de choses qui sont améliorées. On a des bons arrêts. En termes de stratégie, ils tentent des choses. Parfois c'est payant, parfois ça l'est pas. Mais enfin bon, c'est quand même pas mal. Et les pilotes sont plutôt bien gérés. Quand il y a des faits de course, ça se passe bien. Il n'y a pas d'effusion. Donc non, je pense pas qu'on puisse blâmer Vasseur. Je pense pas qu'il va partir. Et je pense que c'est des rumeurs. Ouais. Sportivement, surtout que si on s'arrête, t'allais peut-être en parler, mais justement sur le côté sportif, ouais, Ferrari aujourd'hui, alors déjà en 2024, l'année dernière, il joue le titre constructeur. Alors ils le perdent face à McLaren, mais ça se joue à pas grand chose. Bon là cette année, c'est clair et net, ils pourront pas jouer le titre constructeur, mais en attendant, Ferrari deuxième force de ce plateau. Effectivement, il y a Mercedes qui a 12 points derrière, mais je vois plus Ferrari rester devant en tout cas que Mercedes aujourd'hui, parce qu'on a une paire de pilotes qui juste l'impression aussi. Ouais. Une bonne voiture, une bonne gestion, faut le dire. Après, moi je suis forcément un peu déçu parce que c'est vrai que tous les étés on dit que c'est l'année Ferrari et que voilà le retour. L'intersaison cette année, on s'est dit Hamilton. Bon, moi j'ai jamais trop cru. Enfin, j'adore Hamilton, c'est un super pilote, y a rien à dire. Mais j'ai jamais vraiment, je me suis pas dit c'est un super move, c'est génial. Et le fait d'arriver de Hamilton, qui est le pilote qui a la plus grosse hype du plateau, pardon pour les anglicismes, mais c'est vrai que voilà, la couverture des magazines, les machins, les trucs. J'avais un peu peur. Je me suis dit faut pas se foirer cette année parce que là on en a tellement parlé que si ça fait pchit, ça va être compliqué. Donc non, ça fait pas pchit. Comme tu dis, sportivement, c'est solide. Je croyais que t'allais dire justement. Non, sportivement, c'est solide. Après, c'est pas là où ça voudrait être. C'est toujours pas l'année de Ferrari. Je suis désolé. Non, mais on l'a tous dit. Après, le souci, juste, c'est que tu peux pas être Ferrari et être deuxième. C'est juste ça, en fait. Ferrari, ça fonctionne plutôt bien. Mais pas pendant 15 ans, quoi, à un moment. Non, mais les arrêts, ça super bien. Voilà. Les stratégies, parfois il y a des petits désaccords, mais comme partout. Mais ils tentent. Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'ils tentent. Tu vois, Silverstone, ils tentent quand même. Ils tentent, ouais. La voiture est plutôt bien née. Ouais. Moi, la voiture est pas mal, à part un peu cette gestion des pneus. Hamilton s'en plaint quand même. Leclerc aussi se plaint de la difficulté à la conduire. Voilà. Mais globalement, ils arrivent à lui trouver du rythme par moment. On l'a vu à Silverstone. On l'a vu, moi, j'ai cru qu'après le sprint en Chine, là, quand Hamilton a gagné, qu'il a fait la qualif, la pole position en sprint, que elle avait du potentiel. Ouais, effectivement, elle a du potentiel par moment. À Monaco, voilà, sur des circuits particuliers, etc., en fonction des conditions. Mais il y a trop de paramètres. Faut aligner les planètes, c'est trop compliqué. C'est ça, il y a trop de paramètres et de planètes à aligner pour que ça fonctionne. Regarde l'année dernière, Leclerc, comme il fait de pole position, la voiture, elle était mieux l'année dernière, je pense. Elle était mieux placée par rapport aux autres. Il y avait un peu moins de concurrence. Il y avait moins de concurrence. La McLaren était moins forte, et voilà. C'est ça aussi, c'est que, effectivement, est-ce que aujourd'hui, ce qu'on dit sur Vasseur, est-ce qu'il paye pas le fait que Ferrari, c'est 0 victoire, 0 pole en 2025? Même s'il y a le sprint d'Hamilton, une victoire et une pole. Alors, mais pas considéré. Ça, c'est moi, le sprint, ça, on aura l'occasion peut-être un jour d'en parler, mais bon. Après Vasseur, t'as deux lectures. T'as effectivement, tu peux te dire, Ferrari, sa place, c'est la place de numéro 1, donc ni l'un des deux pilotes ne se trouve à la première place, ni l'écurie ne trône au classement des constructeurs, donc c'est raté. Maintenant, si tu te replonges en arrière quand il est arrivé il y a 3 ans, l'écurie, elle était plus en difficulté que ça. Même s'il y a eu une année où ils ont joué le titre quand même, parce que il y avait des histoires ils avaient été soupçonnés de triche, Ferrari, il y a 5 ans. Oui, à l'époque, c'était Vettel. Exactement, il faut se souvenir de ça aussi. Il y a eu ces problèmes-là. Il est arrivé, il a reconstitué l'équipe, il a retravaillé, il y a eu un vrai coup de ménage qui a été fait. Il y a aussi un travail qui a été fait sur les pilotes. Maintenant, il y a plus personne qui critique la paire de pilotes Ferrari. Tout le monde dit, avec Leclerc et Hamilton,
si t'es pas champion du monde, c'est qu'il faut chercher le problème dans la bagnole. Ça, a priori, on est tous d'accord là-dessus. Qu'on aime Leclerc ou pas, qu'on aime Hamilton ou pas. En tout cas, à minima, il devrait au moins lutter pour le titre, vraiment avec des victoires, des podiums réguliers. Là, on se dit que la voiture est pas top. Mais en même temps, cette voiture, elle te permet d'être deuxième au classement des constructeurs et de te dire qu'il te manque peut-être 1 dixième, 2 dixièmes à aller chercher pour vraiment aller concurrencer les autres. Donc, c'est une espèce de sentiment ambivalent. On se dit, ils sont pas loin, mais ils paraissent quand même loin. Ils sont à 1 dixième et ils sont 5e et 6e en qualif alors qu'il leur manquait qu'1 dixième pour être en pôle. Voilà, il y a vraiment ce sentiment dur à écrire. Et puis, il y a le dernier facteur que je vais évoquer. C'est à Maranello. La pression, elle est énormissime. Énormissime. Les tifosi, c'est comme les clubs italiens au foot. La pression, elle est dingue. Ils se lèvent le matin, ils parlent de Ferrari. Ils dorment, ils parlent de Ferrari. Ça rejaillit sur les pilotes, ça rejaillit sur les directeurs d'écurie, les mécaniciens. Tout le monde est sous pression chez Ferrari jusqu'au PDG. C'est la seule écurie de toute manière qui est en F1 depuis le début. Hein. Et les rumeurs les rumeurs de départ de Fred Vasseur, moi je pense pas qu'elles soient anodines. Hein. S'il y a du concret, à mon avis, s'il est encore là, il n'y a pas de fumée sans feu. Il n'y a pas de fumée sans feu. À mon avis, s'il est encore là, je pense qu'il le doit un peu à Hamilton, parce qu'Hamilton a pris clairement position en sa faveur, publiquement, et à mon avis, ils se sont dit quand même chez Ferrari que peut-être il fallait retarder l'échéance. Ouais, et puis pour remettre aussi du contexte, Hamilton connaît très bien Fred, puisqu'ils s'étaient ensemble, voilà, en F2 et tout, c'était Art Grand Prix, et c'est Fred, voilà, qui l'a fait venir chez Ferrari, donc ça effectivement, moi de toute manière, que Hamilton le soutienne ou pas, moi je pense que aujourd'hui ça serait une bêtise de la part de Ferrari de changer. C'est trop tôt, ça fait même pas 2 ans. Il faut laisser un directeur de team, un team manager comme ça, quand il arrive, il a besoin d'un petit peu de temps. Il y a des choses qui doivent être faites. Là, Hamilton, il arrive. Alors oui, on dit que c'est un vieux pilote. Bon, c'est aussi un pilote qui a beaucoup d'expérience et on sait il peut apporter des choses il peut apporter des choses sur les réglages de la voiture. N'oublions pas qu'il découvre la voiture cette année. Oui, il y a aussi ça. Qu'il y a assez peu d'essais en intersaison qui permet de vraiment bien découvrir la voiture. Donc, il faut lui laisser un petit peu de temps. Je trouve qu'il démérite pas par rapport à Charles, qui est devant parce que déjà c'est un excellent pilote que j'aime beaucoup. Et que, il a plus de connaissances de la voiture. Il connaît mieux l'équipe. C'est vrai qu'on l'a bien vu en début de saison. C'était assez drôle à suivre. On va dire le conflit de génération entre Hamilton et ses ingénieurs italiens. Bon, c'était assez drôle, quoi. C'est pas la même manière de bosser chez Mercedes, donc clairement. Bon, il y a des choses à faire pour Hamilton, qui est quelqu'un d'extrêmement intelligent, qui apprend beaucoup. Puis il y a 2 petits facteurs aussi. Il peut progresser. Je vais aller dans ton sens, Julien. Il y a 2 petits facteurs à prendre en compte. C'est Carlos Sainz qui expliquait que dorénavant, il fallait plus juger un pilote qui arrivait dans une écurie immédiatement. Il fallait lui laisser à minima 6 mois, voire une saison. Et ensuite, s'il se fait dominer par son coéquipier, là, on tirait des conclusions. Mais quand t'arrives, il expliquait qu'il fallait un peu de temps pour apprendre la voiture. Mais c'est comme tout le monde. Et ce qui va dans ce sens-là, c'est que depuis 2-3 courses, ça va mieux pour Hamilton. Et visiblement, il s'est inspiré des réglages de Leclerc. Donc la voiture est plutôt basée sur Leclerc, ce qui est normal. Et du coup, là, en optant un peu pour des réglages proches de Leclerc, il a un peu réduit le gap qui séparait les 2 pilotes. Ouais, c'est ça, il fait sur les dernières courses 2 P6 et là les 2 dernières 2 P4 et aujourd'hui, il est à seulement 16 points de Leclerc. Donc effectivement, non, c'est plutôt pas mal. Bon, on a parlé de Ferrari, on a vu le cas Hamilton, on va parler d'une autre écurie. Cette fois-ci où là ça se passe vraiment pas bien non plus. Alpine, écurie française, beaucoup de promesses pour pas grand-chose, c'est la question que j'ai sur Alpine malheureusement. Si on fait un petit bilan, c'est la dernière écurie au classement, 11 points seulement, tous marqués par Gasly. Il y a eu Douane au début, il y a Colin Pinto maintenant. D'ailleurs, petite anecdote, mais Gasly, il est derrière Stroll au classement pilote. Voilà, c'est juste une petite balle perdue pour Stroll, mais c'est juste pour remettre le contexte. Briatore qui ne veut plus rester, d'après ce qu'on dit. Demeo qui est parti. Et donc avec Demeo. Briatore était proche de Demeo. Et puis surtout, Demeo qui part, c'est les rumeurs de rachat de l'écurie qui redeviendrait Renault. Voilà, qui recourt encore. Une voiture on parle de Alpine qui redeviendrait Renault aussi. Voilà. Donc mais sans moteur Renault. Donc non mais il y a ça, il y a une voiture, Gasly l'a dit, la voiture n'aura plus d'évolution jusqu'à la fin de la saison. Bon. Non, je pense qu'on va peut-être passer que 2 minutes dessus, mais non, je suis d'accord avec Zahir. Après c'est vrai que j'aime beaucoup Gasly, pas seulement par chauvinisme, je trouve que c'est un pilote qui est régulier, qui a envie de faire bien, on peut pas le reprocher de pas être motivé.
Même quand c'est très très compliqué, et ça a été très compliqué, on l'a vu la saison où il a dû partager avec son coéquipier Ocon, même s'il s'entendait pas, il a réussi à faire un amende honorable. Donc non, je pense que c'est pas à chercher du côté de Gasly en tout cas. Son binôme, c'est assez décevant, hein, faut bien le non, mais là clairement, moi je vise clairement Alpine, là, toute la stratégie de l'écurie, on le voit bien avec un regard, avec un regard extérieur, on voit bien les changements de directeur, les changements comme ça tout le temps, on comprend pas, on suit même pas qui part, qui arrive, pour faire quoi, il y a pas de projet, il y a pas de communication. C'était compliqué. Et d'ailleurs, c'est un loupé Alpine. Et quand Otmar quitte Alpine, lui-même, évidemment qu'avec le rôle qu'il avait, il pouvait pas se permettre d'être totalement désobligeant avec son ancienne maison. Enfin bon, il a dit ce que tout le monde avait déjà vu. C'est ingérable, quoi. C'est ingérable. Et puis le nombre de changements. Il y a Oxlade qui est parti, là. Enfin. Mais ça change tout le temps. C'est les chaises musicales. La voiture, à chaque fois, elle est loupée. Il y a toujours un problème sur la voiture. Comment veux-tu? T'as pas de suivi. T'as pas de suivi. T'as jamais quelqu'un qui arrive et qui tient la barre. Tu peux pas faire une équipe en 3 coups de cuir à peau. C'est pas possible. C'est pour ça, on dit quand il y a un nouveau team manager, on se dit toujours, ou un nouvel ingénieur en chef, je pense à Andy West chez Aston Martin, on se dit toujours, ça y est, ça va aller mieux, et on regarde, on regarde la course d'après. Tu peux regarder la course d'après, celle d'encore après si tu veux, ça va rien passer. Il y a quelqu'un qui met une stratégie, c'est de la Formule 1, tu changes pas les choses en 2 semaines. Clairement. Donc un team manager, il arrive, il met une direction, c'est une direction que tu es censé suivre sur plusieurs étapes, qui vont durer pendant plusieurs mois. Donc là, chez Alpine, ils n'arrivent pas à garder un team manager plus de quelques mois, donc forcément, il n'y a pas de direction. Puis comme ça fait déjà au moins 2 ans que c'est n'importe quoi. Si ce n'est plus, tu peux rien faire. Alors je me souviens, j'avais été à la présentation d'Alpine il y a 2 ans, et où il y avait Zidane. Les gars, ils disaient on était P4. On était P4 cette saison-là. Bon, cette année, est-ce on vise mieux. Est-ce que en fait, le podium, le double podium du Brésil la saison passée n'a pas été un trompe-l'œil. C'est carrément, mais ils ça veut même. Voilà, parce que Alpine s'est retrouvé propulsé. Je crois, il termine la saison P6 au classement constructeur. Oui. C'est des circonstances de course. Il y a toujours des courses comme ça où il se passe des trucs. 2 ou 3 dans l'année, et si tu optimises, tu arrives à faire un saut de 2, 3, 4 places parfois au classement constructeur. C'est le pilote optimise. Bien sûr. Mais en dehors de ça, ça a été catastrophique toute l'année dernière. C'était très dur pour Alpine. Les 2 pilotes n'y arrivaient pas. En plus de ne pas s'entendre, c'était compliqué. Là, cette année, autant l'année dernière, au moins les 2 Français étaient quand même de niveau similaire et assez compétitifs. Là, c'était compliqué avec Douane. C'est aussi compliqué que Colapinto qu'on a vendu comme un bon pilote, un bon rookie. Finalement, c'est la galère. C'est compliqué. Donc, heureusement qu'ils ont Gasly pour optimiser un peu. Ils cassent beaucoup déjà Colapinto. Et moi, je trouve que quand même, ce qu'ils ont fait à Douane, waouh. Il faut se mouiller la nuque, hein, parce que là c'est assez violent, hein. Il arrive, il monte des choses, enfin franchement, franchement il arrive à se dépatouiller avec une voiture, comme tu l'as dit, qui est mal née. Elle est pas bonne la voiture. Et là il vire Douane comme un malpropre. C'est quand même fin de saison qui va être compliqué. Très compliqué, hein. Faut serrer les dents. Faut serrer les dents. Après, 2025, c'est une année charnière, parce qu'on sait que l'année dernière, il va y avoir énormément de changements. Je sais qu'il y a beaucoup d'écuries pour qui c'est déjà perdu. Et c'est vrai qu'on voit souvent, quand il y a un gros changement de règlement, les écuries qui sont un peu gris, ils disent, c'est foutu pour cette année, on va bosser l'année d'après. Et qui arrive, et d'ailleurs, c'était Aston Martin qui avait fait le coup il y a 2 ans, qui avait dit, on joue pas la gagne cette année, donc on va taffer sur l'année suivante. Tout le monde l'avait dit à l'intersaison. En plus, il y avait eu un joli recrutement avec Alonso qui est arrivé. Et je me souviens, au début de saison, il y avait cette espèce de petit bourdonnement. Tout le monde disait, Aston Martin, regarde des trucs. Effectivement, ils sont arrivés, ils ont tout cassé sur les premières courses. Donc, peut-être que, on peut imaginer qu'Alpine, ils se disent, on va tout changer l'année prochaine, nouveau moteur, machin. Peut-être qu'ils ont déjà des plans de pilote et peut-être qu'ils vont nous surprendre l'année prochaine. Cette année, c'est foutu. Ouais, mais alors, ce que tu dis là, on pouvait l'imaginer, c'est juste que, en tout début de saison, moi je me souviens en pré-saison, quand tu demandais à tous les spécialistes, leurs pronos un peu, tout le monde voyait par exemple Kick Sauber, dernière écurie du classement. Personne n'a vu Alpine aussi mal, et en attendant Kick Sauber, ça a été une première course à Melbourne avec 6 points, ensuite plus rien, les 4 derniers Grands Prix, 35 points. Et le podium là de Hülkenberg. Et ils l'ont annoncé, Kick Sauber. Dès le début de la saison, ils ont pas menti. Ils ont dit, nous, on est déjà tourné vers 2026. En attendant, ils prennent 35 points en 4 courses. Ce qui montre que,
c'est pour montrer que, tu vois, aujourd'hui... Je voudrais pas minimiser la voiture. Hein. Chez Sauber, c'est une équipe qui sont sérieux. Ça fait très longtemps qu'ils sont en Formule 1. Ils savent très bien ce qu'ils font. Il n'y a pas de problème. Mais peut-être qu'aussi, ils bénéficient des déboires d'Alpine, de Haas. Et voilà, effectivement, ils allaient prendre des points parce que quand la saison passée, t'avais une Kick Sauber qui était qui avait des gros problèmes de fiabilité. Enfin, là aujourd'hui, ils arrivent à s'en sortir. D'accord. Bon, ça s'appelle pour l'optimisation. C'est le moindre point qu'ils peuvent prendre, ils le prennent, ils le louent pas. Là où certaines écuries passent un peu à côté, où tu vois Ocon qui fait des 10e places parfois, il prend un point parce qu'il pilote bien, qu'il garde ses pneus pendant 50 tours. Mais en optimisant un peu mieux, l'écurie si elle l'aide un peu, l'arrêt au bon moment, un tour avant ou un tour après, ça peut être une 8e, une 7e place. Et c'est ce que Sauber a réussi à faire en optimisant à chaque fois. Bah, Hülkenberg, c'est un pilote expérimenté. Il a fait des centaines de courses. J'exagère pas. Oui, forcément, il a un bagage, il connaît. 239. Voilà, 239. Donc ouais, forcément, il apporte un truc à une équipe qui a une voiture qui est bien. Alors peut-être qu'ils sont déjà tournés vers 2026, ça leur empêche pas de prendre des points. Voilà, ils auraient tort de s'en priver s'ils peuvent le faire. Alpine pourrait s'en inspirer. C'est dans ce sens-là que je le disais. Messieurs, ça avance très vite. On va directement passer aux 2 derniers sujets ensemble, qui sont plutôt des questions et en fait, c'est le bilan, on va dire, de la mi-saison, avant de savoir l'écurie qui a marqué pour vous ce début d'année de manière positive ou négative. Forcément, les pilotes. Quel pilote pour vous a marqué positivement ou négativement ce début d'année après 12 Grands Prix? Vas-y, Julien. Allez, Julien. On en a déjà pas mal parlé. Moi, je suis bluffé par les 2 pilotes McLaren. Il n'y a pas que la voiture. C'est des super pilotes, ils arrivent à être propres et courtois, ils font tout bien. Non, vraiment, voilà, faut le dire, chapeau bas, Piastri, je le mets au-dessus de Norris aujourd'hui, parce que en plus, voilà, il a moins d'expérience que Norris. Après, il est en position de force aussi, parce que tout le monde attend Norris, donc c'est vrai qu'on le sait, hein, mentalement, quand t'as rien à perdre, t'as tendance à t'impliquer davantage. Mais le fait est qu'au moment où on enregistre cette émission, il est encore devant son collègue Norris au championnat, qui, en plus, Norris n'est pas un peintre, donc voilà. Après, moi, personnellement, je dois... Et puis les deux s'en sortent avec la voiture, enfin, les deux arrivent à... Oui, bien sûr. Non, mais au-delà de la voiture, on l'a vu, même l'année dernière, quand la voiture, elle était moins hégémonique que cette année, c'est des excellents pilotes, ils l'ont prouvé sur cette première moitié de saison. Après, moi, j'ai un petit coup de cœur, vous allez dire que je suis extrêmement chauvin, mais je trouve que Isack Hadjar est un excellent rookie. Il est dans une équipe qui est une bonne équipe, hein, faut le reconnaître, mais voilà, il a montré de très belles choses en ce début d'année, il est vraiment monté en puissance. C'était pas facile sur les toutes premières courses, mais honnêtement, là, sur les 4-5 dernières courses, il a vraiment montré que c'était un bon pilote. Et puis, je trouve que c'est humainement quelqu'un qui va apporter un truc un peu nouveau à la Formule 1. Il a un franc-parler que personnellement j'aime bien. Il n'est pas mal poli, il respecte les gens, mais par contre, c'est vrai que c'est quelqu'un qui va dire ce qu'il pense. Et tourne pas autour du pot, quoi. Voilà, on a tout de suite l'info qu'on veut entendre et ça fait plaisir. Il a un potentiel, je pense, d'animation de conférence de presse extraordinaire. Là, cette année, je pense que voilà, c'est quelqu'un bien élevé. Donc, cette année, il dit ce qu'il a à dire, mais bon, il déborde pas du cadre. Je pense que quand il aura fait un ou 2 podiums, oui, je pense que ça va arriver assez rapidement, qu'il puisse marquer des gros points et pourquoi pas faire quelques podiums. Je pense qu'il va prendre un petit peu d'aisance et qu'il va... on va rigoler. Donc non, moi j'ai envie de lui mettre mon bon point de ce cette première moitié de saison. Je trouve que c'est un pilote qui sportivement, humainement a des choses à montrer. Donc je trouve ça cool. Je lui souhaite de pas arriver chez Red Bull en deuxième pilote. C'est tout ce que je lui souhaite. Pas besoin d'être chauvin pour apprécier Hadjar. Honnêtement, bon, moi j'ai choisi un autre pilote aussi parce qu'il y a justement, c'est ce que j'ai. Hadjar, chapeau, à part sa première et sa dernière course là, un peu sur la poule, un peu de mal. Mais le reste, il a été épatant. Bien. Alors Zahir, toi, le pilote qui t'a marqué, positivement, négativement? Positivement, c'est George Russell. Je trouve qu'il est un peu dans l'ombre depuis 3 ans. On en a parlé succinctement et brièvement tout à l'heure sur les thématiques Verstappen notamment. Mais moi, Russell, c'est un mec à qui j'ai envie de confier une voiture. C'est un mec à qui j'ai envie de confier une voiture rapide. Il est toujours, ou quasiment toujours, au maximum de l'optimisation de sa monoplace. Et tu le vois d'ailleurs avec Antonelli, qui est pas mal, qui est un rookie qui se débrouille bien, mais qui est toujours assez loin de lui. Et Russell, s'il y a une 3e place à prendre, il te l'obtient. Si c'est une 6e, il te l'obtient. Si c'est une victoire, c'est le seul qui a été embêté les McLaren et Verstappen cette saison. Je dois le rappeler au passage. Donc, c'est un pilote rapide, c'est un pilote intelligent, c'est un pilote capable de s'adapter aux différentes conditions, la chaleur, le soleil,
devoir garder ses pneus sur un long relais, il le fait comme personne d'autre en Formule 1. Il mate ses coéquipiers de manière assez forte, c'est-à-dire qu'il est là, il est bon. Il a un bon relationnel avec ses ingénieurs, toujours le petit trait d'humour anglais, un petit truc drôle pendant la course, il chambre un peu caustique. Bon avec les médias. Honnêtement, j'ai envie de dire, il a un peu tout pour lui, c'est la belle gueule du paddock, etc. Donc moi j'aime beaucoup ce qu'il propose et j'aimerais le voir encore chez Mercedes. On parlait des rumeurs, j'ai envie qu'il continue, j'ai envie que Mercedes ait une bonne voiture et pourquoi pas qu'il y ait un coéquipier comme Verstappen pour le jauger, pour savoir où l'on est. J'ai l'impression que c'est l'un des rares pilotes qui peut rivaliser devant Verstappen. Tu le verrais champion du monde, toi? Moi, je pense qu'il peut être champion du monde, Russell. Ah ouais? Ah ouais, je le trouve hyper rapide, mais pareil. Il y a plein de gens qui aiment pas Russell, ils le trouvent assez fade et tout. Bah, moi, j'aime son style, j'aime son pilotage. Honnêtement, il a une manière d'optimiser ses résultats. Et si Mercedes est au niveau où elle est, c'est grâce à Russell. Ouais, moi je dirais, tu sais, comme en foot, quoi. Il fait pas vendre des maillots. Je trouve que voilà, c'est pas. Après, effectivement, comme tu dis, sportivement, tu dis là, t'as dit les termes. Hein. Effectivement, il est là, il fait ce qu'il faut. Moi, j'ai bien aimé à Monaco quand il y a eu les histoires de stratégie avec les deux pilotes. Bloqué. Ah, mais il décide de passer. Et à la fin, enfin, j'oublierai jamais, c'est sa conf de presse à la fin, enfin, son interview où il dit, j'avais envie de rouler plein pot à Monaco, j'en avais ras le bol de derrière, tant pis, je savais que j'étais foutu, juste pour pouvoir le plaisir de rouler. Et là, j'ai découvert un gars qui, effectivement, un mec qui aime piloter. Parce que c'est vrai que jusque là, en plus, c'est vrai qu'on aime bien se moquer un peu de Russell, parce qu'il est très neutre, voilà, c'est. Mais dans ses radios, il est très caustique, moi, je trouve. Oui, c'est vrai qu'il a un côté, très pince sans rire, assez british, que j'aime bien. Après moi, je suis team manager, c'est pas lui que j'ai envie de prendre parce que je sais pas, j'ai pas l'impression que c'est quelqu'un qui va apporter quelque chose à l'équipe. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui va effectivement, comme tu dis, mettre à profit ce qu'on lui donne, c'est-à-dire une bonne voiture, des bons ingénieurs, machin. Mais j'ai pas l'impression que c'est pas lui qui va tirer vers le haut une équipe comme pourrait le faire des gros pilotes, quoi, vraiment des vrais tauliers. Parce qu'aujourd'hui, il est taulier chez Mercedes, même si Kimi Antonelli, je pense que c'est un excellent pilote. Je pense qu'il a un brillant avenir devant lui. C'est le taulier Russell. J'ai pas l'impression que ça soit quelqu'un qui va faire chier ses ingénieurs en disant les gars vous vous démerdez comme vous voulez mais je veux la prochaine course. Et on a besoin de ça. Après il peut le dire plus ou moins poliment, mais bon voilà, tu vois, on dit toujours que Leclerc il est trop poli, trop gentil, trop machin, c'est vrai. Mais en tout cas, quand il dit les gars, la prochaine course, ça se passera pas comme ça, je vous préviens. Il le dit comme il faut, avec les petits trébolos dans la voix, petit chien, on a envie de lui faire des câlins. Mais en tout cas, il le dit. J'ai pas l'impression que Russell, effectivement, il va faire une petite blague et puis après derrière, il va dire bon, on fera mieux la prochaine fois. Ouais, je suis d'accord. Moi, c'est pas forcément le choix non plus que je fais. Après, je reconnais que il est capable d'optimiser, comme tu dis. Canada, pole, victoire. Bon, sportivement, il y a c'est fort. Très rapidement, moi, mon pilote, celui qui m'a marqué de manière positive, on va dire là, c'est plutôt pour l'ensemble de sa carrière, c'est Hülkenberg. Parce que avec alors premier podium après 239 grands prix, un record que je pense lui seul aura dans l'histoire de la F1. Mais voilà, c'est un gars qui est en F1 depuis quoi, il est arrivé en 2010 chez Williams à l'époque. Ça s'est jamais très bien passé, il a jamais eu, alors il signe quand même avec Williams une pole en 2010. C'est un mec qui optimise aussi. Exactement. Pour moi, Hülkenberg, quand je pense à Hülkenberg, je pense à optimisation. C'est un mec. Alors, il a remporté hors F1, il a remporté quand même les 24 heures du Mans. Donc on n'est pas sur un. Il a toujours été rapide. Il a toujours dominé ses coéquipiers. Ça, moi, c'est l'un des critères que je regarde le plus. Et il a toujours optimisé. Alors oui, c'est des pour 9e, des 10e places, des 8e, mais il partait avec la 10e voiture du plateau. Il partait 19e, 20e. Et il arrivait à gratter un point par-ci, aller chercher un truc par là. Moi, je suis sensible à ça quand même. Exactement. Et du coup, c'est pour ça, voilà, que moi, je lui tire mon chapeau sur ce début de saison et sur les dernières courses. Là, il m'impressionne réellement avec ce qu'il fait. Exactement. Bravo, Monsieur Hülkenberg. Allez, très rapidement, parce que là, on a dépassé cette heure, mais ça passe trop vite. On a tellement de choses à dire. L'écurie qui vous a marqué positivement, négativement? Je vais aller à contre-courant, je vais prendre un peu négativement. Ouais. En espérant du positif, je vais parler d'Aston Martin. Ah oui, ouais. Aston Martin, très compliqué, saison compliquée. L'année dernière, c'était déjà compliqué. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que, on le sait depuis un moment, Aston Martin travaille sur 2026. Elle a mis toutes ses forces sur 2026. Adrian Newey, le meilleur ingénieur du plateau, est arrivé en vue de 2026. Nouveau règlement, nouvelle voiture, anticiper des choses, imaginer, prendre une feuille blanche, faire des dessins, barrer, refaire. C'est Adrian Newey
et je suis convaincu qu'ils seront là l'année prochaine. En attendant, cette année, c'est difficile. Une voiture catastrophique. Un duo de pilotes pas vraiment homogène, parce que Stroll, c'est compliqué. C'est le fils du patron, donc bon, voilà, il est là. Il se débrouille un peu, mais ça reste compliqué. Et Fernando Alonso, un pilote que j'adore, rapide, véloce. Un peu sale gosse quand même, hein. Un peu sale gosse, mais on aime les sales gosses. Un âge avancé, mais toujours une pointe de vitesse de fou. Et pareil, on parlait d'optimisation. Fernando Alonso, il va te chercher des Q3 avec une voiture qui doit être potentiellement 18e. Donc rien à dire. J'ai hâte de voir l'année prochaine. J'espère qu'Aston Martin sera au niveau. Juste pour Fernando Alonso. Je veux du duel Verstappen, Alonso, Russell, Hamilton, Leclerc. Je veux 7-8 pilotes au top niveau et des bagarres. Je pense qu'on le veut tous. C'est vrai qu'Alonso, il fait partie de ces pilotes où il n'y a pas de souci de mental, quoi. Alors lui, c'est l'inverse, quoi. Et j'ai appris à l'apprécier au fur et à mesure des années, Alonso. Je l'aimais moins à son époque jeune, je le trouvais un peu arrogant, un peu fougueux. Mais avec les années, je trouve qu'il s'est un peu bonifié. Voilà, il a... On le dit, c'est comme le bon vin. Mais c'est comme un Verstappen, c'est comme un Hamilton, c'est des pilotes, des si on est meilleur maintenant qu'on est plus vieux, par exemple. Voilà. Bah tiens, Julien, toi, ton l'écurie qui t'a marqué, positivement, négativement? Non, bah positivement. Bon, je ne vais pas reparler de McLaren, mais parce que évidemment que voilà, c'est incroyable ce qu'ils arrivent à faire avec la voiture. Ils ont une gestion des pneumatiques qui est dingue et que tous les autres teams ont envie de leur copier. Non, j'ai envie de saluer Kick Sauber, parce que je trouve que effectivement ils arrivent à marquer des points. Ils sont pas forcément aidés parce que voilà, ils ont pas sans doute pas le budget des top teams. Hülkenberg, tu parles du podium après 239 courses, mais bon, il a pas fait de podium pendant 238 courses, donc on peut se dire aussi que c'est pas non plus, il suffit pas d'être bon, c'est un bon pilote, mais en Formule 1, faut être meilleur. Et jusque-là, il avait jamais été meilleur, donc voilà. Et pour autant, ils sont là, ils arrivent à marquer des points, et c'est pas facile, je pense, d'être dans les points, d'être performant quand tout le monde t'a enterré avant même le début du championnat, quand tout le monde dit, bon, de toute façon, on va même pas regarder parce que voilà. Faut se motiver, tous les gars de l'équipe, faut les motiver, il faut y aller, et ils y arrivent bien. Et puis je pense que on a tous bossé dans des équipes, quand il y a du résultat, ça motive tout le monde. C'est plus facile, bien sûr. Je pense que là, aujourd'hui, chez Sauber, dans les stands, ça doit être sympa, il doit y avoir une bonne ambiance. Et en plus, bon là, c'est vrai qu'on sort de Silverstone où Hulk arrive sur le podium et c'est super. On l'a bien vu, les images, elles étaient magnifiques. Toute l'équipe est très contente. Évidemment que les pilotes sont contents, évidemment que les team managers sont contents, mais t'as tous les gens qui bossent, qui sont hyper contents, et j'espère qu'ils vont garder cette bonne dynamique, parce que c'est vrai que ça motive. Et Hülkenberg, c'est un bon pilote, peut-être pas le meilleur, mais c'est un bon pilote, mais il a beaucoup d'expérience, il y a des choses à montrer. Bon, Bortoletto, c'est compliqué, mais bon, voilà, je pense que là, il a marqué ses premiers points quand même. Ça va, hein. Il a marqué en Autriche, il a marqué ses premiers points. Et puis au-delà de ça, il a montré des choses intéressantes. Voilà, mais ils sont dans une bonne dynamique, et je pense que tout ça, ça peut les amener vers une deuxième moitié de saison qui peut être intéressante, et peut-être que voilà, on aura envie l'année prochaine, peut-être que ils pourront draguer des gros pilotes, des poids lourds, parce qu'on sait pas, c'est encore une fois avec Verstappen qui peut se retrouver sur le marché des transferts, ça peut casser toute la grille pour l'année prochaine qu'on pensait déjà à peu près établie, et on sait pas, peut-être qu'un gros pilote, c'est Audi, peut-être qu'un pilote de premier plan peut arriver. Très bien. Très rapidement, pour moi, c'est une équipe qui m'a déçu. C'est As. Déçu parce que j'avais vraiment, avec les essais hivernaux, avec même ce qu'ils annonçaient, enfin ce qui se préparait, on va dire fin 2024, je me suis dit vraiment c'est une écurie qui avait du beau potentiel. J'étais content qu'Ocon puisse retrouver cette écurie et prendre un nouveau départ, parce que Alpine c'était compliqué. Et ouais, je trouve que voilà, je suis déçu. J'ai pas tellement, pas grand chose à dire, mais c'est juste, voilà, c'est un ressenti, c'est-à-dire que c'est vraiment l'écurie sur lequel je misais un peu plus de choses, d'espoir, et voilà, de les voir finalement avant-dernier, je suis un peu déçu. Voilà, ça c'est mon ressenti. Bon messieurs, il est l'heure de se quitter. Avant ça, petite éphéméride du jour. On est le 10 juillet où on enregistre cette émission. En 89. Il y a un pilote français qui participait à son premier Grand Prix. Savez-vous qui c'est? C'était au Grand Prix de France. Jean Alesi. Jean Alesi sur Tyrrell Ford Cosworth au Castellet. Une course qu'il a terminée 4e. Voilà, c'était la petite anecdote du jour. Un journal. Julien, je te laisse présenter. C'est le journal à avoir cet été.
Oui, alors c'est le magazine Automoto qui est en kiosque effectivement en juillet et en août, et ne manquez pas en septembre notre numéro de rentrée où on fait un point justement sur cette première moitié de saison de Formule 1. Voilà, qu'est-ce qu'il faut en tirer comme enseignement, qu'est-ce qu'on a appris et qu'est-ce qu'on attend pour cette deuxième moitié qui s'annonce, je pense qu'on peut le dire, intéressante. Très intéressante. Et effectivement, merci messieurs, merci Zahir, merci Julien, de m'avoir accompagné pendant un peu plus d'une heure. Voilà, c'est le premier rendez-vous qu'on... Comment ? On est bavard. On est bavard, il y a beaucoup de choses à dire. Non mais ça fait plaisir. Et puis ça, vraiment là, les sujets qui ont été abordés nous annoncent, comme tu l'as dit Julien, une deuxième partie de saison assez incroyable. Restez bien là. Nous, on va vous retrouver très prochainement, je vous dis, pour ce rendez-vous qui va devenir mensuel, où on va parler donc de F1. Je vous souhaite une très bonne journée à toutes et tous.